Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet épisode 2 de Temps fort, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement et de la formation. Nous sommes le 13 octobre 2022 et le thème d'aujourd'hui est le CPF. C'est Alexa qui aujourd'hui va nous livrer quelques points sur les actualités de ce dispositif et sur les abondements. Bonjour Alexa. Bonjour Christine, bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Temps fort. Donc aujourd'hui, je remets ma casquette de juriste en plus de la co-animation des Temps forts pour décrypter avec vous l'actualité, les perspectives sur le compte personnel de formation. Donc on va essayer de faire des focus sur ce sujet qui est très très vaste. Donc on va faire des choix sur 1 heure et j'attends vos questions pour qu'on puisse échanger en fin de webinaire. Très bien. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais donner la parole à Yann de Coussin du GIP FTLV qui nous a rejoint pour l'organisation technique et qui va donc suivre vos questions. Bonjour Yann. Oui, merci Christine, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je me permets quelques petits rappels par rapport au format webinaire. Donc, vous avez à votre disposition dans la barre des tâches en bas de votre écran une rubrique de chat. Ça va vous permettre de commenter et lancer des échanges, donc n'hésitez pas. Et une rubrique questions pour interroger notre invité sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. On reprendra les questions en fin de webinaire, donc à peu près 15 minutes. Merci Yann. Donc, on va commencer par peut-être un petit focus sur l'utilisation du compte personnel de formation. En fait, on va organiser ce temps avec 3 idées. Un petit point sur l'utilisation du compte personnel de formation. Ensuite, un point sur le fonctionnement, notamment avec la question des abondements. Et après, on fera un dernier point un peu sur, on va dire, l'actualité, les perspectives par rapport au dispositif. Bien sûr, vous aurez accès à une infographie de synthèse où vous retrouverez les éléments clés. Tout ça vous sera envoyé par mail. Alors, déjà sur les chiffres clés et sur l'utilisation du compte personnel de formation, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Ce qui est intéressant, c'est que la tâche nous est grandement facilitée par la Caisse des dépôts et consignations, puisque depuis le mois de juillet, on a accès en open data à des jeux de données sur l'utilisation du CPF par rapport au profil des utilisateurs, par rapport aux offres globalement, au catalogue, et par rapport aux dossiers qui ont été validés. Alors, on va déjà regarder du côté du profil des usagers, environ 38 millions de titulaires de comptes activés. Le nombre de dossiers a augmenté depuis l'ouverture de la plateforme fin 2018. Je vais prendre des chiffres 2021 pour avoir une année complète. 2,3 millions de dossiers acceptés en 2021. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les éléments par rapport au profil de l'usager montrent qu'il y a une certaine démocratisation dans l'utilisation de ce dispositif. Dans les personnes qui ont utilisé leur CPF en 2021, 7 personnes sur 10 ont la qualité d'ouvrier ou d'employé, alors que traditionnellement, on était plutôt sur des publics cadres ou catégories socio-professionnelles très favorisées. Plus d'un tiers des personnes qui ont utilisé leur compte sont demandeurs d'emploi. On arrive à une parité avec autant d'hommes que de femmes dans les montages de dossiers. Au niveau de l'âge des publics cibles, l'âge moyen, il est autour de 39 ans, mais on voit que toutes les catégories d'âge utilisent leur compte personnel de formation et on a notamment une percée, c'est chez les publics un petit peu plus âgés. On voit qu'une personne sur 5 sur 2021 avait plus de 50 ans. Donc, on est vraiment sur une utilisation assez ouverte. Je peux donner aussi une indication par rapport au lieu d'habitation. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des données assez précises. On a des dossiers qui sont validés et présentés de façon plus importante dans 2 régions, l'Île-de-France, ça vous étonnera pas, et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont aussi de grosses régions, donc c'est assez logique. Du côté de l'offre de formation, donc on a un nombre de formations très important sur la plateforme, environ 10 000 organismes de formation qui référencent des offres sur les différentes offres éligibles, c'est-à-dire les offres certifiantes, les actions création reprise d'entreprise, l'accompagnement VAE, le bilan de compétences et les permis de conduire. Donc des formations très variées avec un tarif moyen qui se situe pour le milieu du mois de septembre autour de 2 388 €. Alors ça, c'est à prendre avec beaucoup de recul parce que forcément, en fonction de la typologie des actions, il y a beaucoup de nuances à apporter. Si je vous donne 2 exemples, si on prend uniquement dans le graphique que vous voyez apparaître la part représentée par les formations certifiantes RNCP, donc les formations plus
plutôt métier. On est là sur des formations un petit peu plus longues, avec une durée moyenne de 338 heures sur 2021 et un tarif moyen de 4 500 €. Si on regarde du côté des formations qui débouchent sur une validation au répertoire spécifique, qui, vous le voyez, représente la part la plus importante au niveau des formations certifiantes, on est sur des formations beaucoup plus courtes. La moyenne, c'est 15 heures et sur un tarif moyen autour de 1 900 €. Au niveau des domaines, c'est le transport logistique, magasinage, manutention, les langues vivantes, le développement des capacités d'orientation et l'informatique, le traitement de l'information qui arrive dans le hit parade, dans le top 4 des choix des titulaires de CPF et des dossiers validés. Alors peut-être pour préciser, dans le développement des capacités d'orientation, on va retrouver l'accompagnement à la VAE, on va retrouver le bilan de compétences et on va retrouver par exemple la certification CLEA. Quelques autres éléments pour terminer sur cette partie chiffrée. On est sur un nombre de certifications approximatif de 3000 certifications différentes recensées sur la plateforme, puisqu'il y a beaucoup d'offres concurrentes sur les mêmes certifications. On a une organisation avec des modalités variées. On a souvent l'image qu'il y a essentiellement de la modalité à distance. En fait, finalement, là, sur les chiffres 2022, les offres catalogues complètement à distance ne représentent que 23% de l'ensemble. Et si on regarde le top 20 des formations les plus suivies sur les 2 dernières années, vous voyez apparaître en premier le permis de conduire B, ensuite les formations création reprise d'entreprise, la formule ACRE, et puis ensuite essentiellement des certifications en anglais et en bureautique. Donc, je pense que ça ne vous surprend pas. C'est d'ailleurs ça appelle d'ailleurs tout un questionnement sur les finalités réelles de ce dispositif compte personnel de formation. On y reviendra dans les perspectives. Ces résultats-là sont pas forcément en adéquation avec ce que les pouvoirs publics souhaitent faire du dispositif en termes de fléchage. On n'est pas forcément sur les formations entre guillemets les plus nécessaires dans le cadre des besoins de l'économie. Le permis B, typiquement, il y a eu à peu près une multiplication par 4 du nombre de dossiers depuis l'éligibilité de ce permis au CPF. Donc, il y a vraiment une montée en charge énorme sur la question du permis de conduire via l'utilisation du compte personnel de formation. Donc ça, c'est quelques chiffres pour vous présenter un petit peu de quoi il retourne et puis qu'on puisse discuter ensuite sur le fond. La deuxième entrée qu'on peut avoir par rapport au compte personnel de formation, c'est s'interroger davantage sur le fonctionnement du dispositif. Alors, je vais faire quelques rappels, sans doute des choses que vous connaissez, et je vais me focaliser essentiellement sur les nouveautés de cette année et sur la question des abondements. Alors sur les évolutions... Oui, par rapport au fonctionnement, tu peux nous donner quelques indications complémentaires? Oui, tout à fait. Alors déjà, le système, vous le connaissez, on a un système avec un compteur qui s'agrège avec l'activité travaillée. Tout actif a droit à son compte personnel de formation. S'il travaille, s'il a une activité, il va capitaliser des euros sur son compteur, 500 € pour la plupart des personnes, 800 € pour les publics bénéficiaires de l'obligation d'emploi, 800 € pour une personne qui n'a pas validé un niveau 3 de certification, par exemple une personne dont le dernier diplôme obtenu est le brevet des collèges. À côté de ce compteur qui tourne avec l'activité de travail, on a tout un système de droits complémentaires qui peuvent prendre la forme de dotation ou d'abondement. Alors, on va voir en détail les abondements et les dotations. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu énormément d'évolutions sur le dispositif au cours de l'année 2022. C'est un dispositif dans une logique d'amélioration continue. Vous en voyez apparaître quelques-unes dans la frise. Tout d'abord, une nouvelle organisation depuis le mois de janvier avec un nouveau dispositif un petit peu à part au niveau de la plateforme qui s'appelle Mon compte élu, qui permet aux personnes élues des collectivités territoriales de bénéficier de l'accès à la plateforme et de pouvoir utiliser leurs droits pour se former dans deux logiques, se former par rapport à des compétences et des connaissances qui leur sont nécessaires pour occuper leur mandat d'élu local. Et puis la deuxième possibilité, c'est plutôt dans une logique de réinsertion, ou en tout cas dans une logique de favoriser un retour à l'emploi
d'emploi à la fin du mandat électoral. Et ils ont encore la possibilité de se former dans les 6 mois qui suivent la fin de leur mandat. Ça vise une catégorie d'organismes de formation très ciblée puisqu'il faut des habilitations. Il y a un dossier à déposer en préfecture pour pouvoir bénéficier de cette ouverture sur Mon compte élu et de pouvoir afficher son offre. Autres évolutions, des évolutions qui sont plutôt dans un sens de contrôle accru de la Caisse des dépôts et consignations, qui sont liées au contexte global. Déjà, un contrôle des habilitations ou des labels Calliope qui existent depuis le mois de janvier. Donc, c'est un contrôle automatique. Aujourd'hui, si un organisme de formation n'a pas son label Calliope, il ne peut pas rentrer sur la plateforme Mon compte formation. On a mis aussi en place des contrôles par rapport à la question de la certification. À la suite d'un certain nombre de constats d'abus, il y a un contrôle automatique sur les habilitations que les organismes de formation doivent avoir pour pouvoir former et ou évaluer sur les certifications qu'ils proposent. Donc ça aussi, c'est un point important. Il y a une vigilance de la Caisse des dépôts sur ce volet de la certification, en lien aussi avec les évolutions globales du champ de la certification et notamment le fait que le réseau de partenaires des certifications apparaît aujourd'hui sur les listes de France Compétences au niveau de la fiche RNCP ou de la fiche répertoire spécifique de la certification. On a eu en avril 2022 une grosse modification sur les conditions d'éligibilité par rapport aux actions création reprise d'entreprise. Alors là encore, plutôt par rapport à des problématiques d'abus et de fraude, il y a eu un texte qui est ressorti pour modifier les conditions d'éligibilité, pour les fermer, pour recentrer le financement sur véritablement l'acquisition des compétences entrepreneuriales, indépendamment de compétences qui seraient nécessaires à l'exercice d'un métier dans un secteur donné. Je donne un ou deux exemples. On avait des financements CPF, par exemple, pour des formations de prothésistes ongulaires sur la base d'actions création reprise d'entreprise, ce qui n'est pas du tout la logique du dispositif. On pouvait voir aussi des accompagnements d'organismes de formation à la certification Calliope financés sur cette entrée création reprise d'entreprise. Donc, il y a vraiment eu une régulation forte sur ce volet-là, avec beaucoup d'offres qui ont été écartées à la suite de ce nouveau texte. Dernière modification pour l'instant, puisque l'année n'est pas terminée, en juin 2022, la Caisse des dépôts a instauré un délai minimum obligatoire à respecter de 11 jours. Alors là, les organismes de formation sont au courant, c'est-à-dire qu'il faut favoriser un délai de réflexion et on ne peut pas, quand on répond à un titulaire de CPF qui a fait une demande en ligne pour s'inscrire sur la formation qu'on met en place, immédiatement ouvrir la formation. Il faut envoyer une proposition commerciale et il faut au moins 11 jours entre l'envoi de cette proposition commerciale qui se fait via la plateforme et le démarrage réel de la formation, l'entrée en formation de la personne. Ça permet aussi de sécuriser le parcours d'achat direct sur la plateforme Mon compte formation et de laisser du temps à la mise en place des systèmes de dotation ou des systèmes d'abondement complémentaires. Ça, c'est le deuxième point sur lequel je voulais revenir avec vous. On a aujourd'hui le compteur CPF et à côté énormément de possibilités de dotation ou d'abondement. Alors, le vocabulaire dotation et abondement est peut-être un petit peu compliqué, donc je vais peut-être réexpliquer la différence entre dotation et abondement. La dotation, c'est un versement d'argent qui n'est pas forcément lié à un projet de formation spécifique. Par exemple, c'est un employeur qui dit que pour tous ses salariés, il souhaite abonder les compteurs CPF à hauteur de 200 € pour l'année 2022. Après, les salariés resteront libres d'utiliser ces 200 € en lien avec leurs droits acquis pour X projets de formation. Ça, c'est une dotation. L'abondement, c'est différent. L'abondement, il est corrélé à un projet ciblé. Il est vraiment lié à une demande de formation avec un objectif particulier et derrière un titulaire avec un statut particulier. Donc, on n'a pas déjà le même fonctionnement sur ces deux systèmes de droits complémentaires. Donc, vous voyez apparaître un tableau un petit peu récapitulatif où on s'aperçoit que la catégorie socio-professionnelle ne joue pas, mais le statut juridique est très important par rapport au système d'abondement. On a
sans doute davantage de possibilités pour les salariés de droit privé et pour les demandeurs d'emploi que par exemple pour les agents publics. De toute façon, pour les agents publics, on est sur un système où le CPF est un CPF qui est resté en heures et un CPF qui ne fonctionne pas de façon dématérialisée sur la plateforme. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des systèmes de dotation, des systèmes de droits complémentaires, mais ça se fait avec l'employeur public et hors plateforme. C'est un peu la même logique pour les non-salariés, les indépendants, les commerçants, etc. On n'a encore pas de contractualisation, mais ça viendra sans doute, entre des fonds d'assurance formation qui gèrent la mutualisation liée aux cotisations sur ces professions et la Caisse des dépôts. Donc, on va plutôt parler de l'autre côté. Je vais éluder la question de l'abondement personnel. Vous savez que la personne, elle peut compléter sur ses deniers propres si jamais elle n'a pas suffisamment d'euros sur son compteur CPF. On va prendre plutôt des exemples sur les autres possibilités d'abondement. Je vais commencer par la question de la dotation. Donc, quand on vise la dotation, on vise essentiellement la question de l'entreprise. Et quand je dis entreprise, je vise le secteur privé. Donc, il y a un système de co-construction possible autour du CPF avec 4 grandes possibilités de dotation qui sont prévues par le Code du travail, que vous voyez apparaître dans la slide. Les dotations volontaires, ce sont les plus fréquentes. C'est une entreprise qui décide, parce qu'elle a une politique de ressources humaines, une politique de formation positive par rapport à la question du CPF, d'ajouter des droits complémentaires sur les portefeuilles des salariés par rapport à des critères qui seront fixés dans l'accord d'entreprise ou qui seront fixés peut-être également au niveau d'une branche professionnelle. On a d'autres systèmes qui peuvent s'ajouter. On peut avoir des droits supplémentaires qui sont liés à un accord collectif qui prévoit une alimentation plus favorable du compte personnel de formation. C'est tout à fait possible aux partenaires sociaux de négocier et de faire plus que ce que dit le Code du travail. Imaginons qu'une branche décide de faire tourner les compteurs à 500 € par an. Il va bien falloir que le delta entre les 500 € prévus par le Code du travail et les 600 € de l'accord soit versé. Donc, ça va se faire via l'espace ouvert aux employeurs qui devront provisionner les compteurs de plus 100 €. On a ensuite des systèmes de compléments qui sont liés à des corrections dans des cas particuliers. Première possibilité, ce qu'on appelle les droits collectifs. Il peut y avoir des compléments à hauteur de 3 000 € sur les compteurs des salariés qui ont fait l'objet d'une méconnaissance par l'employeur de ses obligations d'entretien professionnel. Vous savez qu'il y a des critères qui ont été rénovés par la loi LCAP par rapport aux entretiens professionnels. Donc, on a des entretiens professionnels tous les 2 ans, sauf s'il y a une périodicité différente décidée dans un accord collectif. Et au bout de 6 ans, on fait ce qu'on appelle un état des lieux récapitulatif, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui s'est passé sur les 6 dernières années et on va aller regarder si le salarié a suivi au moins une formation non obligatoire. C'est-à-dire une formation qui ne répond pas à une obligation liée à un texte de Code du travail ou un texte international, etc. Et le lien avec le CPF, c'est que si la personne n'a pas eu tous ces entretiens, l'entretien au bout de 2 ans, l'entretien au bout de 4 ans, l'entretien à 6 ans, et si au surplus, elle n'a pas bénéficié d'au moins une formation non obligatoire, il y a un correctif qui est apporté de par la loi et l'employeur doit verser 3 000 € sur son compteur CPF. Donc, c'est le mécanisme des abondements correctifs. Le dernier cas de figure pour l'entreprise, c'est une dotation spécifique à certaines formes de licenciement. Là encore, c'est un abondement à hauteur de 3 000 € qui ne va concerner que certains salariés. C'est un cas particulier. On est dans la logique où il y a une négociation de ce qu'on appelle un accord de performance collective qui entraîne des modifications sur le contrat de travail. Imaginons que pour des raisons propres à un certain nombre de structures, il y a un accord de performance collective qui modifie, par exemple, la durée légale du travail. C'est-à-dire que, par exemple, on va passer à une durée supplémentaire avec des heures complémentaires et qu'on va sortir des 35 heures. Ça va avoir des incidences sur les contrats de travail des salariés concernés qui vont devoir accepter ou ne pas accepter les modifications, sauf que comme on est sur un accord de performance collective, il s'applique mécaniquement. Donc, s'ils refusent la modification, ils vont être licenciés. Et donc, dans ce cas de figure de licenciement, il y a de nouveau une sorte de correctif qui est apporté au niveau du Code du travail qui fait bénéficier
bénéficier de 3 000 € sur le compteur des salariés afin de favoriser un rebond en termes de parcours professionnel, c'est-à-dire de faire en sorte que suite au licenciement, la personne puisse éventuellement rentrer dans un parcours de formation et que ce ne soit pas négatif dans son parcours ou dans son cursus professionnel. Donc voilà tout ce qui existe au niveau de l'entreprise. Ce qui est le plus utilisé pour l'instant, c'est le système de la dotation volontaire. C'est assez simple pour l'employeur. Il faut qu'il crée un code d'accès pour aller sur la plateforme financeur de mon compte formation. Il lui faut très peu d'informations. Il lui faut le numéro de sécurité sociale de ses salariés, leur nom, leur prénom et le montant qu'il veut provisionner sur leur compteur. Sur l'année 2021, pour vous donner un petit ordre d'idée, il y a un peu plus de 6 000 employeurs qui ont fait ce choix de dotation volontaire pour une trentaine de bénéficiaires. Donc, on est sur quelque chose qui est un peu en devenir, hein. On attend une montée en charge de cette question des dotations volontaires. C'est intéressant en termes de dialogue social dans l'entreprise. Ça permet de replacer le dispositif, qui est un dispositif individuel, dans une logique de co-construction. À côté de ces systèmes de dotation entreprise, vous l'avez vu dans le schéma récapitulatif, hein, on a un certain nombre de possibilités d'abondement. Alors, ce qu'il faut, alors je vous ai mis un petit exemple, je vais passer vite là-dessus, hein. Je vous ai mis comment ça se présente au niveau du circuit pour l'employeur. Il faut faire une demande au niveau de Net Entreprise pour avoir des codes d'accès à la plateforme spécifique des financeurs qui s'appelle EDEF, qui est la plateforme pour les financeurs de manière à faire leurs dotations, leurs abondements. Et tout se fait de façon dématérialisée. Donc le versement, c'est aussi un versement en ligne qui permet ensuite de voir arriver les euros sur l'espace personnel du salarié. Et ce que je n'ai pas évoqué, c'est que la décision peut venir de l'employeur, mais on peut très bien, en tant que salarié, solliciter son employeur dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on peut demander à son employeur, si c'est éventuellement possible, d'avoir une dotation complémentaire, une dotation volontaire dans le cadre d'un projet particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que ce cas de figure-là, quand c'est le salarié qui demande à son employeur, rentre dans ce qu'on prend en compte dans l'état des lieux récapitulatif pour les formations non obligatoires, puisque là, on est bien sur quelque chose d'initiative personnelle qui vient de l'individu. Donc ça, c'est une piste également à creuser dans l'accompagnement des salariés. D'accord. Je vois que les questions arrivent, hein, on reprendra Oui. les questions au fur et à mesure. Je vois qu'il y a des questions sur le référencement et sur le compte élu. Je peux peut-être reprendre la question directement sur le compte élu parce que c'est lié à ce que je viens d'évoquer. Sur le compte élu, il est cloisonné sans être cloisonné, c'est-à-dire que il est effectivement géré un petit peu à part sur la plateforme Mon compte formation, tout simplement parce que tous les organismes de formation ne peuvent pas proposer une formation dans ce cadre-là. En fait, il y a un dossier à déposer en préfecture et il faut une habilitation particulière pour proposer des formations sur Mon compte élu. Donc, il fonctionne un petit peu en marge du portail Mon compte formation classique. Et j'ai une question sur les modalités de contrôle. Est-ce que le référencement porte uniquement sur Calliope ou alors sur l'inscription RNCP? Ça porte sur les deux. Il y a un contrôle automatique sur le fait que vous êtes bien détenteur du label Calliope. C'est une obligation, on y reviendra. Et puis, si vous proposez des formations certifiantes inscrites au RNCP, il y aura un contrôle sur le fait que vous êtes bien habilité comme organisme de formation pour être partenaire de la certification et la proposer à des stagiaires dans ce cadre-là. Donc, on a un double système de contrôle de la part de la Caisse des dépôts. Alors, quid des abonnements? Alors, quid des abondements? Merci Christine pour le questionnement. Alors, sur les abondements, il y a deux catégories d'abondements. Alors, c'est un petit peu expliciter le back-office de la plateforme parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on est directement connecté au niveau de son espace personnel. C'est pour vous expliquer un petit peu la façon de procéder. On a des abondements qui sont dits sur instruction et des abondements qui sont automatisés et ils ne fonctionnent pas de la même manière. Les abondements sur instruction, c'est des abondements qui ne sont pas certains, qui supposent une demande dans un cadre particulier et il faut correspondre aux critères pour pouvoir demander. Et après, il y aura un délai d'instruction
de la part du financeur qui pourra valider ou pas la demande d'abondement. Il y a 2 types d'abondements qui sont des abondements de ce type-là. L'abondement de Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, qui est vraiment un abondement sur instruction, c'est-à-dire qu'un demandeur d'emploi qui aujourd'hui a besoin de se former, qui a repéré une formation intéressante et qui s'aperçoit qu'il y a un delta entre les euros qui existent sur son portefeuille et puis le coût réel de l'action de formation souhaitée, peut directement en ligne faire une demande à Pôle emploi. Donc, ça se fait de façon dématérialisée via son espace personnel. Il doit motiver sa demande auprès de Pôle emploi, hein, c'est-à-dire qu'il y a des champs libres dans la demande pour expliciter le pourquoi on a besoin de la formation et dans quel cadre ça fait du lien avec le projet de retour à l'emploi. Et Pôle emploi a un délai à respecter pour donner suite à cette demande. Ça veut dire que pendant toute cette période-là, la place au niveau de l'organisme de formation est quand même gardée, hein, elle reste gardée par l'organisme de formation le temps que les différents circuits puissent correctement s'ouvrir. Et puis là, il y a 2 possibilités. Soit Pôle emploi accepte, et sachant que Pôle emploi est sur des prises en charge complète et pas sur des compléments partiels. Dans ce cas-là, ça permet aux demandeurs d'emploi d'avoir un complément et puis de partir en formation. C'est le cas dans à peu près 55% des demandes, hein, sur le volume global. Soit Pôle emploi, pour X raisons, et il le motivera, refuse la demande qui est faite par le demandeur d'emploi. Là, il reste un choix au demandeur d'emploi. Soit il abandonne complètement, hein, le projet de formation, soit il a la possibilité de financer sur ses deniers propres. Et dans ce cas-là, il fait lui-même un complément. Il y a un autre abondement qui fonctionne sur instruction qui là vise plutôt les salariés. C'est un abondement de l'assurance maladie. Les salariés qui sont dans une problématique de maladie professionnelle ou d'accident du travail, dès lors qu'ils ont un taux d'incapacité supérieur à 10%, avec vraiment un justificatif, hein, sur ce taux d'incapacité supérieur à 10%, dès lors qu'ils ont une validation d'un médecin parce qu'ils sont en arrêt de travail, par exemple. Dès lors aussi qu'ils ont une validation de leur dossier par un conseiller en évolution professionnelle, parce que c'est obligatoire, peuvent éventuellement prétendre à un abondement particulier de l'assurance maladie, de la CPAM, qui peut aller jusqu'à 7 500 €, éventuellement fractionnable. Donc, c'est pas négligeable. Par contre, c'est un dossier qui se monte à part. Il y a une adresse mail dédiée que vous retrouvez sur la plateforme Mon compte formation pour la gestion de ce type de dossier. Pour l'instant, c'est pas accroché de façon dématérialisée à la plateforme. Ça, c'est les abondements sur instruction. À côté, on a des abondements qui sont dits automatisés. Alors, automatisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en amont, il y a eu une convention entre la Caisse des dépôts et un financeur sur des critères de versement d'euros par rapport à des titulaires de CPF. Ça vise essentiellement des conseils régionaux, des opérateurs de compétences, l'État éventuellement au titre du plan de relance, notamment des branches professionnelles. Ça veut dire qu'en fait, la contractualisation permet à ces financeurs de dire: «Moi, je veux faire un effort particulier pour tel type de bénéficiaire, dans telle situation, pour tel type de formation et à hauteur de tant d'euros». Tout ça est greffé de façon automatique sur la plateforme et quand un titulaire de CPF, en fait, se connecte sur son espace personnel et fait une recherche de formation, l'abondement, en fait, apparaît directement s'il rentre dans les critères d'éligibilité. C'est-à-dire il va être proposé aux personnes qui correspondent, de par leur statut ou de par les formations choisies, et cetera, aux critères posés par les financeurs. Alors, on peut prendre quelques exemples ensemble. Pour l'instant, il y a 4 régions qui ont fait ce choix politique-là de contractualisation avec la Caisse des dépôts et on est dans une région où il y a une convention de partenariat entre la Caisse des dépôts et puis le Conseil régional. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a une expérimentation sur l'abondement automatisé qui vise des publics spécifiques qui sont les demandeurs d'emploi de moins de 30 ans et qui est ouverte si ce demandeur d'emploi de moins de 30 ans qui habite en Bourgogne-Franche-Comté choisit certains types de formations. C'est pas ouvert pour tout type de choix en termes de parcours de formation. C'est ouvert pour 4 types de formations qui rentrent dans des domaines particuliers qui sont la transition énergétique et écologique pour les métiers du bâtiment,
le numérique et la fibre optique pour certains métiers, la santé, les soins et services à la personne pour certains métiers également. Ça va très très loin parce qu'on va prendre des codes techniques particuliers pour identifier les formations et pour certains métiers dans le domaine de l'industrie, notamment pour tout ce qui touche à la maintenance. D'autres régions ont fait ce choix politique-là également, mais avec des orientations différentes. On a des régions, par exemple, qui utilisent l'abondement CPF pour permettre à des publics d'avoir une solution pour tout ce qui ne répond pas à la démarche collective d'achat du Conseil régional et de Pôle emploi, par exemple, ça va permettre d'aller financer de façon individualisée des projets pour lesquels il n'y a pas eu d'achat sur les programmes régionaux, par exemple, pour des formations qui sont un petit peu en marge de ce sur quoi il y a un financement. Après, c'est vraiment un choix politique de la part des régions de créer ce partenariat. Dans la même logique, on a des branches professionnelles, souvent appuyées sur leurs opérateurs de compétences, qui ont mis en place des systèmes d'abondement. Je vais vous citer quelques exemples. On a par exemple l'opérateur Atlas qui met en place un système d'abondement qui touche des branches particulières qui adhèrent à sa structure, qui sont les bureaux d'études. Et c'est les bureaux d'études pour certaines formations. C'est-à-dire que là, vous allez retrouver une liste de certificats de qualification professionnelle et de quelques certifications du répertoire spécifique qui sont éligibles. Donc, il faut être dans la bonne branche et avoir le projet de formation qui correspond à la liste pour pouvoir prétendre à l'abondement. Autre exemple, on a Ocapiat, autre organisme opérateur de compétences, qui met en place des systèmes d'abondement pour la branche de l'alimentaire. Là encore, ça rentre dans des filtres particuliers avec des valeurs financières qui sont intéressantes. Par exemple, il peut y avoir un abondement qui peut aller jusqu'à 1 350 € pour quelqu'un qui veut se former sur Cléa ou Cléa numérique. Autre exemple, l'AFDAS, toujours opérateur de compétences, a mis en place, et c'est assez récent, une contractualisation pour accompagner les intermittents du spectacle. Et là encore, c'est les intermittents du spectacle pour une liste ciblée de formations avec des abondements qui peuvent aller jusqu'à 1 350 € en plus des droits acquis par la personne au titre de son activité de travail. Autre exemple, toujours dans les opérateurs de compétences, on a Uniformation qui accompagne la branche de la sécurité sociale avec un système d'abondement où il y a une contractualisation avec la Caisse des dépôts. Donc ça, c'est un système qui évolue au gré des partenariats entre les financeurs et la Caisse des dépôts. On a aussi des systèmes qui ont existé et qui n'existent plus. Il y a eu l'année dernière un abondement particulier au titre du plan de relance sur les formations du numérique. Là, c'est un abondement qui a été mis en place par l'État sur certaines formations numériques avec un budget qui avait été alloué sur l'année 2021, qui a été complètement consommé sur 2021 et qui n'est plus ouvert cette année. Donc ça aussi, c'est une piste. L'État peut très bien décider par rapport à une orientation politique particulière de mettre en place des systèmes d'abondement automatisés. Et là, l'État avait fait le choix de ne pas communiquer la liste des métiers du numérique qui étaient éligibles. C'est-à-dire que seuls les titulaires de CPF, via leur espace personnel, pouvaient savoir s'ils pouvaient prétendre à cet abonnement-là. Donc, finalement, quand même pas mal de possibilités du côté des dotations et du côté des abondements. En termes de chiffres, on est sur quelque chose qui se construit. C'est-à-dire que la plupart des systèmes de contractualisation ont été mis en place en 2021. Donc, on a encore peu de recul sur les bases financières et l'impact de cet abondement par rapport au fait que la personne valide un projet ou pas. Très bien, très, très intéressant ces éclairages, Alexia, sur les abondements. Donc, tu nous apprends pas mal de choses sur différents secteurs, c'est super bien. Et quelles évolutions sont à prévoir? Alors, quelles évolutions sont à prévoir? Bonne question. Je vais en profiter pour faire un petit point d'actualité. On va essayer de mettre un petit peu en perspective. Je pense que dans l'actualité, vous avez beaucoup entendu parler du compte personnel de formation, ou alors
pas forcément dans son versant positif, malheureusement. On a essentiellement parlé de la question de la fraude, des communications trompeuses, etc. Donc, il y a une logique de régulation qui est en train de se mettre en place. Et comme on est sur le vote en ce moment de la loi par rapport au démarchage sur le CPF, on est en plein dans les évolutions, hein, puisque la loi n'est pas votée complètement et pas promulguée. Donc, je vais en profiter pour faire un petit détour sur la question de la régulation avant de prendre les différentes questions que je vois arriver au fur et à mesure sur le chat et sur la rubrique de questions-réponses. Alors, au niveau de la question de la fraude qui occupe le devant de la scène depuis quelques mois maintenant, le risque, c'est vraiment de décrédibiliser le système. Donc, il y a vraiment beaucoup de moyens qui ont été mis en place et beaucoup d'actions qui ont vu le jour par rapport à la fraude. Vous voyez apparaître là des infographies qui sont disponibles sur le portail Mon compte formation. Je vous ai mis des liens que vous pourrez aller voir avec l'infographie de synthèse sur des petits tests avec des personnes qui appellent pour vous vendre du CPF. Il y a un petit test qui a été fait par Centre Info qui essaye de pousser l'organisme de formation un peu dans ses retranchements en termes de questionnement, qui montre que vraiment on est sur une vitrine et qu'il n'y a pas vraiment d'information derrière. On a beaucoup de youtubeurs qui ont communiqué positivement ou négativement sur le CPF avec différentes enquêtes. Qu'est-ce qui a été fait de façon officielle par rapport à la fraude? La première chose, c'est que la Caisse des dépôts est rentrée dans une logique de contrôle très systématique avec des vagues de contrôle aléatoires assez importantes. On peut citer quelques chiffres. Là, sur le premier trimestre 2022, on a plus de 120 organismes de formation qui ont été déréférencés de la plateforme, c'est-à-dire qu'ils sont sortis du portail Mon compte formation. C'est la sanction la plus grave. Après, on n'a pas que les déréférencements, hein. Il y a eu énormément de mises en demeure, il y a eu des suspensions de paiement, il y a eu des demandes de pièces complémentaires. Donc voilà, on est rentré dans une logique de régulation forte de la part de la Caisse des dépôts. Ensuite, il y a une volonté de communiquer auprès du grand public sur les risques liés à la fraude. Donc, il y a énormément d'éléments de communication qui ont circulé. Il y a des mentions nouvelles que vous avez vues apparaître sur le portail Mon compte formation, qu'on retrouve aussi sur le site du ministère du Travail. Le CPF est même rentré dans le guide de prévention contre les arnaques qui est sorti cette année. Il y a un chapitre dédié au compte personnel de formation dans ce guide qui est un peu global sur toutes les arnaques, notamment sur les systèmes dématérialisés. Donc beaucoup de communication pour essayer de sensibiliser aux bons gestes, aux bonnes pratiques et pour faire passer un message de prévention par rapport au CPF. À côté, on a vu fleurir forcément les premiers contentieux. Alors, des contentieux qui peuvent être de deux ordres. Des contentieux à l'encontre d'organismes de formation qui ont eu des pratiques douteuses, de la communication mensongère, voire qui ont usé de faux et qui ont touché de l'argent sur des formations fantômes. Donc, il y a eu un procès un petit peu retentissant parce qu'il a un côté un peu exemplaire dans le nord de la France, hein, où vous avez un organisme de formation qui vendait des formations bureautiques essentiellement, qui finalement en fait utilisait des clés USB, envoyait les clés USB et avait tout un système de bons d'achat cadeaux pour récupérer des émargements. Donc, ça touche quand même des sommes assez importantes et un nombre d'organismes, un nombre de titulaires de CPF très important. Donc, le procès a été très médiatisé et puis finalement, la sanction est arrivée, hein, puisque on est arrivé jusqu'au bout, hein, sachant qu'il y a un litige qui est à la fois au pénal et au civil. L'organisme de formation a finalement été condamné à reverser 3 millions d'euros à la Caisse des dépôts, ce qui équivaut à peu près aux sommes qui ont été récupérées sur de fausses formations. Et puis, à côté, la dirigeante de cette structure, hein, au pénal, a écopé d'une peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis, donc peine qui n'est pas négligeable, une interdiction d'exercer une activité de formation pendant 5 ans et de gérer une entreprise pendant 10 ans. Donc, il y avait un réquisitoire qui était quand même assez dans l'exemplarité en termes de sévérité et le juge a été dans ce sens-là pour bien marquer aussi les esprits et puis parce que pour le coup, hein, on était vraiment sur des sessions fantômes, pas de processus pédagogique, pas de système de contrôle de l'assiduité des personnes sur la formation à distance, etc., etc. Donc ça,
c'est peut-être le premier d'une série d'autres litiges qu'on va voir arriver avec des jugements au fond. On a d'autres contentieux qui arrivent, qui sont dans une optique un petit peu différente. C'est des organismes de formation qui mettent en doute le positionnement de la Caisse des dépôts. C'est-à-dire qu'il y a des organismes de formation qui ont attaqué des décisions de déréférencement. Ils sont sortis de la plateforme, il y a une perte de chiffre d'affaires qui peut être assez importante derrière. Donc, ils ont attaqué devant les tribunaux administratifs les décisions de déréférencement de la Caisse des dépôts, souvent sur des procédures d'urgence avec des référés pour suspendre la décision de déréférencement. On a eu toute une série de référés. Dans la plupart des hypothèses, c'est la Caisse des dépôts qui obtient gain de cause, parce qu'on est vraiment sur des référencements qui s'expliquent par des tromperies et des procédures complètement irrégulières. Il y a quelques cas de figure où il y a eu une suspension et où c'est l'organisme de formation qui a obtenu gain de cause, en tout cas au niveau du référé. Et il y a un exemple que je cite parce que c'est le tribunal administratif de Dijon, où un organisme de formation qui fait essentiellement des actions création reprise d'entreprise a fait l'objet d'un déréférencement de 9 mois. Par rapport donc à des irrégularités. Cet organisme de formation, il fait 80% de son chiffre d'affaires sur le CPF, donc grosse problématique de fonctionnement, pratiquement nécessité de mettre la clé sous la porte après la décision. Donc il y a eu toute une argumentation sur l'impact au niveau économique pour l'organisme de formation, pour sa structure et pour son personnel. Et finalement, la décision de déréférencement a été suspendue sur le référé, essentiellement parce qu'en fait, il n'y avait pas de remise en cause du fond, c'est-à-dire il n'y avait pas de remise en cause sur le contenu des formations qui était cohérent. Ce qui n'était pas cohérent, c'est deux autres critères qu'on a sur les actions création reprise d'entreprise. Il y avait des problématiques de preuve sur l'organisation d'un diagnostic par rapport à la viabilité des projets de création reprise d'entreprise. Normalement, c'est obligatoire. Quand on monte une action création reprise d'entreprise, il faut accompagner les créateurs sur le projet et en amont, il faut vérifier la viabilité, la pertinence du projet et on doit pouvoir le justifier. Ce n'était pas le cas en l'occurrence. Et il y avait des problématiques de preuve aussi sur la réalité du suivi pédagogique, sur la totalité du déroulé de la formation. Mais du coup, la sanction paraissait relativement disproportionnée. Donc, la décision a été suspendue en référé, ce qui ne veut pas dire que sur le fond, quand ça va revenir au tribunal sur le fond, ce n'est pas la Caisse des dépôts qui réobtiendra gain de cause sur ce litige-là. Donc, vraiment une série de contentieux sur lesquels on n'a pas l'habitude d'avoir des contentieux qui ne sont pas habituels sur la sphère de la formation, qui sont vraiment liés à un petit peu l'effet d'aubaine qu'on a autour du dispositif, avec une volonté aujourd'hui de rassurer les utilisateurs de comptes personnels de formation sur la qualité des offres qui sont présentes sur la plateforme. Et puis, dans l'actualité, ça vous l'avez sans doute suivi aussi, là on est en plein vote de la proposition de loi contre la fraude et le démarchage autour du compte personnel de formation. Alors, elle a été validée en première lecture devant l'Assemblée nationale, mais on n'est encore pas dans la promulgation, donc ce que je vous dis est à prendre quand même avec un petit peu de recul parce qu'on n'est pas sur la loi définitive, mais on avance, parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'il y a des amendements sur d'autres projets de loi pour essayer de faire passer quelque chose autour du démarchage et ça n'avait pas fonctionné. Donc là, il y aurait un article qui permettrait de mettre fin aux sollicitations directes par SMS, téléphone, par mail, et y compris à la vente via les réseaux sociaux de formation éligible au CPF et surtout à la collecte de données personnelles dans ce cadre-là, avec des peines d'amende qui sont assez importantes. Il est également prévu dans le projet, la proposition de loi, un renforcement des moyens d'action et de sanction des services de l'État, avec notamment la possibilité pour les directions générales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de se positionner et de constater des manquements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, il y a une volonté de réguler la sous-traitance. Alors ça, c'est revenu dans le cadre d'amendements
dans la discussion parlementaire sur la proposition de loi, ce n'était pas écrit dans la proposition de départ, il y a une volonté en fait de réguler davantage la sous-traitance sur le CPF parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des formes de portage Calliope, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des organismes principaux qui sont sur la plateforme, qui donnent l'habillage global de la régularité par rapport aux critères de la plateforme, mais qui délèguent finalement une grande partie, voire la totalité de la réalisation de la formation à d'autres structures qui n'ont pas de label Calliope puisque ce n'est pas obligatoire pour les sous-traitants, qui ne sont pas en conformité avec les attentes du portail Mon Compte Formation. Donc, il y a un travail sans doute à venir sur l'affichage de la sous-traitance sur le portail et une responsabilité accrue de l'organisme principal dans le cadre de ce type de montage. Donc ça, c'est les discussions en cours en ce moment au niveau de l'Assemblée nationale. Ça évolue positivement puisque l'Assemblée nationale, en première lecture, a voté la loi. Peut-être qu'il y aura des évolutions après avec le passage au Sénat et on n'en est pas encore à la promulgation. Par contre, ça a des incidences directes au niveau des souhaits de régulation de la Caisse des dépôts, puisque la Caisse des dépôts vient d'envoyer une circulaire et de la mettre à disposition sur le portail Mon Compte Formation vis-à-vis de tous les organismes de formation, avec la mise en place d'un nouveau système de référencement préalable au fait de pouvoir se positionner sur la plateforme. Alors, si vous êtes déjà sur EDOF, ça ne vous concerne pas, ça ne concerne pas les organismes qui ont déjà une offre affichée, mais ça concerne tous les nouveaux organismes qui voudraient mettre en place une offre de formation sur le portail Mon Compte Formation. À compter de là, du début du mois d'octobre, il va falloir faire une demande d'enregistrement en ligne et il va falloir monter un dossier qui permet de contrôler le respect de 8 critères, qui sont les critères traditionnels posés par les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Il n'y a pas de réelle nouveauté, mais ce qui est nouveau, c'est que c'est un contrôle a priori. C'est-à-dire qu'on monte le dossier avec un certain nombre de justificatifs à associer. La Caisse des dépôts prend un temps d'instruction, vérifie le dossier. Et si c'est tout bon, il y a en plus une formation obligatoire à suivre avec la Caisse des dépôts sur l'organisation et la façon de fonctionner de la plateforme. Donc, juste petite précision, c'est vraiment pour des structures qui ne sont pas encore positionnées sur la plateforme avec un numéro de SIRET qui n'est pas encore identifié au niveau des circuits. Donc, vous voyez les critères, c'est des critères classiques. Il faut avoir un numéro de déclaration d'activité comme organisme de formation, c'est logique. Ne pas avoir fait l'objet de condamnation pénale, donc il peut y avoir des éléments justificatifs demandés. Avoir bien renseigné un bilan pédagogique et financier, ça va avec la qualité d'organisme de formation, avoir la capacité technique et pédagogique de délivrer la formation. On peut éventuellement vous demander des CV de formateurs, être certifié Calliope, donc on va vous demander un justificatif, détenir les habilitations pour préparer et délivrer la certification, ce qu'on évoquait, RNCP ou répertoire spécifique, avec là encore des justificatifs d'agrément d'habilitation qui peuvent être demandés, respecter les règles d'éligibilité des actions, quelles qu'elles soient, et puis respecter les obligations légales, fiscales et sociales avec des attestations URSSAF, par exemple, qui vont vous être demandées, sachant qu'il y a un travail là au niveau des circuits pour que ça se fasse progressivement de façon automatique, c'est-à-dire qu'il y a une communication directe entre la Caisse des dépôts et puis, par exemple, le Trésor public ou l'URSSAF par rapport à la validation du fait que vous êtes bien en face de vos obligations légales et fiscales. Et, tu connais le délai de réponse approximatif de la Caisse des dépôts lorsqu'on a Il est assez déposé ce premier... rapide, c'est sur une dizaine de jours. D'accord, merci. Alors, sur le prospectif, et ça sera mes derniers mots avant de prendre toutes les questions, il est forcément prospectif, cet état des lieux sur la suite. Quid du CPF d'ici quelques temps, dans les mois qui viennent. Je vous ai remis des éléments qui viennent d'acteurs différents du système de formation, des partenaires sociaux, de la Cour des comptes et du gouvernement actuel, qui se sont tous positionnés, soit l'année dernière, soit en début d'année, sur la question du compte personnel de formation. Les partenaires sociaux l'avaient fait dans le cadre de l'accord cadre national
professionnelle qui a été diffusée en 2021 avec la volonté de lancer une expérimentation où on associerait encore davantage le conseil en évolution professionnelle au choix des titulaires de CPF, notamment pour tout ce qui est hors du cadre des certifications métiers. Les partenaires sociaux demandaient aussi à redéfinir le périmètre des actions création-reprise d'entreprise, qui a déjà été fait en avril 2022. On a aussi différents rapports de la Cour des comptes avec des recommandations sur la gestion du compte personnel de formation. La Cour des comptes demandant à ce qu'il y ait un travail vers des formations plus qualifiantes pour répondre à l'objectif initial du dispositif. La Cour des comptes évoquant une éventuelle participation résiduelle automatique du titulaire, c'est-à-dire que le titulaire soit plus engagé avec le fait qu'il y ait toujours un petit reste à charge pour le bénéficiaire. Et puis, vous avez de l'autre côté le gouvernement actuel qui a lancé sa feuille de route au niveau du ministère du Travail avec les grands axes. Il y a tout un dossier de communication qui s'appelle Objectif Emploi, dans lequel vous retrouvez des éléments sur la formation professionnelle. Et par rapport à la question du CPF, j'ai renoté la phrase vraiment in extenso. Le gouvernement souhaite construire un CPF mieux orienté sur les besoins de l'économie, qui accompagne la montée en compétences, sécurise les parcours professionnels et développe l'employabilité. Donc, autrement dit, un CPF peut être plus utile quand vous faites le lien entre ce que je vous ai dit au démarrage sur les formations les plus choisies, sur lesquelles il y a le plus de dossiers validés, permis B, formation création reprise d'entreprise, bilan de compétences, des certifications transversales en langue et en bureautique, et cette prise de position du gouvernement, on voit qu'il y a vraiment une interrogation en fait sur les finalités du dispositif. Et comme il y a une interrogation aussi sur le modèle économique du dispositif, globalement par rapport au budget de France Compétences, il y a une volonté du gouvernement d'ouvrir une concertation avec les partenaires sociaux dans les mois qui viennent sur la question du CPF. Donc, quel choix va être fait? Ça, c'est impossible de le dire aujourd'hui, mais on voit vraiment qu'il y a une réflexion vers un resserrement possible de ceux qui seraient éligibles au compte personnel de formation. Donc, c'est ce qu'il va falloir suivre sur les quelques semaines qui viennent au niveau de l'actualité du dispositif. Très bien. OK. Je pense que là, on a quelques questions justement autour du Tout à CPF fait. et des abonnements. Donc, je te laisse regarder. Alors, je vais reprendre les différentes questions. Je vais essayer, dans le temps qui nous reste, de répondre au maximum de questions. Si toutefois je ne répondais pas à toutes les questions, on vous enverra les réponses par écrit. Je vais les prendre un petit peu au fil de l'eau. Alors, j'ai une question sur la passation de droit, on va dire, autour du CPF. Est-ce que le CPF peut être transmis à un jeune de mon entourage? Pour l'instant, non. C'est bien un droit personnel, c'est écrit dessus, compte personnel. Donc, pour l'instant, on bénéficie de ces droits et on peut les utiliser, mais on ne peut pas les donner, bien qu'il y a eu à plusieurs moments des tentatives d'évolution sur ce volet-là. Il y a eu des discussions dans le cadre des différentes réformes avec des propositions d'amendements particulières sur la transmission du CPF, mais pour l'instant, ça n'a jamais abouti. Ça reste personnalisé. Ensuite, j'ai une question sur la demande de l'abondement CPF. Est-ce qu'elle est réalisée depuis la plateforme ou depuis l'espace privé Pôle emploi? Alors, tout est géré depuis la plateforme CPF. Quand on fait une demande d'abondement à Pôle emploi, la première clé d'entrée, c'est que le demandeur d'emploi, il va sur la plateforme Mon compte formation, il s'identifie avec ses éléments personnels, donc il rentre sur son espace personnel, il va aller voir les catalogues disponibles, il va aller choisir une offre de formation, donc il fait une préinscription et à partir de là, il va voir le delta entre ses droits à lui sur son portail et le coût complet de la formation. Et c'est à partir du moment où on arrive sur la proposition commerciale qu'il va pouvoir faire la demande de droits complémentaires, ce qui permettra à Pôle emploi d'avoir la totalité du dossier, c'est-à-dire les éléments relatifs à la personne et les éléments relatifs au projet de formation du demandeur d'emploi, c'est-à-dire qu'on saura sur quelle formation il veut s'inscrire, la durée, combien il manque d'heures, etc. Donc ça se fait via le portail et tout se gère directement sur mon compte formation.
Alors, j'ai une question sur comment le titulaire voit sur son compte s'il y a un abondement automatisé et pour quel type de formation il peut l'utiliser. En fait, là, ça se fait, nous, on n'a pas la visibilité sauf à être connecté à côté du titulaire, hein. Il faut vraiment que la personne s'identifie sur son espace personnel, qu'elle aille dans la recherche. Et en fait, en allant dans la recherche de formation, elle va pouvoir choisir et préchoisir des formations. Et c'est à partir de là que on va avoir des alertes sur les financements complémentaires mobilisables. Donc, on n'a pas la lisibilité en tant qu'organisme de formation ou en tant que structure d'accompagnement sur tout ce qui est de l'ordre des abondements automatisés, sauf à connaître les éléments que je vous ai évoqués, c'est-à-dire les conventions qui sont passées entre la Caisse des dépôts et puis les conseils régionaux ou les branches. Alors, j'ai plusieurs questions sur les déréférencements. Les déréférencements ne sont pas toujours justifiés. Je pense aux tests en langue LinguaSkill et Bright. Alors, petite précision sur votre remarque, on n'est pas vraiment sur un déréférencement là. Quand on parle de déréférencement, c'est un organisme de formation avec un SIRET qui a fait quelque chose d'irrégulier. Il a une mise en demeure, il peut faire des observations écrites. S'il n'y a pas d'éléments convaincants suite à la mise en demeure, on continue à monter dans l'échelle des sanctions et à la fin, on peut aller jusqu'à un déréférencement d'une durée courte ou d'une durée plus longue, c'est-à-dire d'une sanction de la Caisse des dépôts qui sort l'organisme de formation totalement ou partiellement de mon compte formation. Pour les tests LinguaSkill, les tests Bright, etc., la grosse problématique, c'est l'enregistrement au répertoire spécifique. C'est-à-dire qu'on a eu en 2021 tout un ensemble de certifications qui étaient enregistrées avant au répertoire spécifique, qui ont disparu, qui n'ont pas été réenregistrées du tout ou qui n'ont pas été réenregistrées dans les mêmes formes, tout simplement parce que non seulement il y a une régulation sur le portail Mon Compte Formation, mais il y a une régulation aussi au niveau de l'écosystème de la certification. Et qu'aujourd'hui, France Compétences a des attentes particulières par rapport aux certifications du répertoire spécifique qui doivent se justifier par rapport à une forme de valeur d'usage et par rapport à la nécessité de ces certifications dans l'environnement professionnel et vraiment dans l'environnement professionnel. Ce qui a été par exemple reproché au LinguaSkill, hein, c'était tout ce qui était très généraliste. C'est-à-dire que le répertoire spécifique, on est vraiment sur quelque chose qui doit être complémentaire à des missions, à des activités dans le domaine professionnel. Et on peut considérer que tout ce qui est vraiment de l'ordre d'un socle qui est maîtrisé en amont dans la formation initiale n'a rien à faire, entre guillemets, au niveau du répertoire spécifique. On est un peu dans cette logique-là et beaucoup de certificateurs ont été amenés à revoir leur copie au niveau des enregistrements. D'ailleurs, le taux de refus d'enregistrement au répertoire spécifique, il est très élevé, hein, il est autour de 60-65%. Donc ça a des conséquences parce que tout ce qui sort du répertoire spécifique, ça veut dire que derrière, vous ne pouvez plus mobiliser l'offre sur la plateforme Mon Compte Formation, puisqu'elle est par définition devenue peut-être qualifiante, mais plus certifiante. Autre question, comment savoir si nos formations sont éligibles à des abondements automatisés? Existe-t-il une liste? Alors, il n'y a pas de liste en tant que telle, puisque le choix, c'est de l'afficher au titulaire de CPF et pas à l'appareil de formation. Donc, la seule chose sur laquelle on peut être en veille, c'est les éléments de contractualisation entre un financeur et la Caisse des dépôts. Il y a pas mal d'informations qui transitent sur le portail des organismes de formation, hein. Vous savez qu'il y a Mon Compte Formation, mais à côté de Mon Compte Formation, il y a un portail qui s'appelle OF Mon Compte Formation, qui vous permet d'avoir des actualités et vous allez retrouver des éléments précis sur les abondements automatisés sur ce portail. Ces recommandations visent-elles à faire des économies en limitant l'accès aux formations? Je pense aux formations en langue. Alors, c'est une très bonne remarque et une très bonne question. Je ne sais pas si la régulation est liée au fait de faire des économies. Après, on est dans un système où l'équilibre économique global n'est pas viable. Ça fait 4 années que France Compétences est en déficit, que la loi de finances reprend du financement État pour s'adosser au financement entreprise pour faire tourner les différents circuits de financement. Il y a à peu près 2,3 milliards d'euros sur
sur le CPF. Cette année, sur 2022, on attend une consommation qui est à 2,9 milliards, donc il y a un décalage entre l'enveloppe prévue et puis la consommation. Donc forcément, il y a un questionnement sur le fait de faire des économies. Après, je pense que ce n'est pas la raison prioritaire et en tout cas pas unique sur la régulation. La régulation des certifications, elle est aussi liée à des logiques d'objectifs politiques, c'est-à-dire de travailler sur les connaissances et les compétences qui sont vraiment nécessaires par rapport au marché du travail actuellement. Et c'est vraiment comme ça que le gouvernement le présente. Il nous reste juste 1 minute. Oui, Donc, alors je vois qu'il y a encore énormément de voilà, oui, questions. oui. J'essaye de continuer à en reprendre. J'ai une question, je suis en retraite, est-ce que je peux utiliser mes droits CPF? Alors oui et non, tout dépend. À partir du moment où on a complètement liquidé ses droits à la retraite, on passe dans un autre statut, le CPF se ferme, puisque c'est un dispositif pour vous aider à construire votre parcours professionnel. Après, vous êtes dans une autre logique. Par contre, si vous êtes dans une logique de pré-retraite et que vous avez gardé une activité, à partir du moment où il y a encore une activité travaillée, on peut encore utiliser son compteur de CPF. Donc, il faut vraiment, là, c'est du cas par cas, il faut voir en fonction du statut de la personne. Justement, est-ce il y a un délai derrière? Alors, le délai, c'est d'avoir complètement monté son D'accord. dossier de retraite et d'avoir liquidé et d'avoir basculé de statut. C'est le changement de statut, en fait, qui fait que D'accord. le compteur se ferme. J'ai une question sur est-ce que c'est sur temps de travail ou sur hors temps de travail? Au choix, on peut utiliser son CPF sur le temps de travail ou hors temps de travail. Hors temps de travail, totale latitude. Sur temps de travail, pouvoir de subordination de l'employeur. Donc, ça veut dire Voilà. que vous ayez une autorisation d'absence de l'employeur. Et je rappelle que sur le CPF, il n'y a aucune obligation mécanique pour l'employeur. On demande, l'employeur peut dire oui, peut dire non. S'il dit oui, ça veut dire qu'il s'engage à maintenir la rémunération. Donc, on rentre dans de la co-construction. Donc, c'est quelque chose à vraiment partager avec l'employeur, notamment au moment des entretiens professionnels. Alors après, j'ai des commentaires sur le vote de la loi sur le démarchage téléphonique, effectivement, qui a été voté par l'Assemblée nationale à 73 voix pour et 0 contre. On attend ce que les députés vont dire quand ça va passer dans la deuxième chambre. Merci pour le commentaire diffusé à tout le monde. Alors, j'ai d'autres questions. Est-ce qu'une formation éligible au CPF aujourd'hui, comme le permis B par exemple, peut ne plus être éligible demain? Bah oui, très bonne question. Oui, je vais répondre oui. Mais ça va supposer un texte, c'est-à-dire que ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, rassurez-vous. La Caisse des dépôts ne sortira pas les formations de permis à un moment donné parce que c'est celles qui sont le plus utilisées et puis que c'est plus en face des objectifs du dispositif. Il faudra qu'il y ait une réforme avec un texte pour modifier les actions éligibles au compte personnel de formation. Comment vérifier l'éligibilité des formations que l'on propose aux créateurs et repreneurs d'entreprises avant tout contrôle? Alors, pour mesurer l'éligibilité, je vous encourage à aller sur le portail OF Mon Compte Formation. Vous avez un document de la Caisse des dépôts qui reprend toutes les règles d'éligibilité sur ce type d'action-là, vraiment dans le détail avec tous les critères. Et ce qu'il faut, c'est que vous vous auto-positionnez sur ces critères, c'est-à-dire vous reprenez le document de la Caisse des dépôts et vous allez voir concrètement si vous êtes en face de tous les éléments par rapport à la création reprise d'entreprise, sachant qu'il y en a des spécifiques et il y en a des qui sont liés à tout type d'action de formation. C'est-à-dire que pour toute action de formation, il faut pouvoir justifier d'une progression pédagogique. Pour toute action de formation, il faut des objectifs professionnels. Pour toute action de formation, vous devez avoir des feuilles d'émargement qui correspondent à ce que vous déclarez sur la plateforme. Pour toute action à distance, il faut que vous ayez des éléments autour de l'assiduité divers et variés. Ça peut être des temps de connexion, des travaux réalisés, ça va être un protocole individuel de formation. Voilà. Sur l'action création reprise d'entreprise, on cumule ce qui est classique pour tout type de typologie et ce qui est spécifique à l'action création reprise d'entreprise. Je pense que j'ai fait presque le tour. Je suis sûre que j'en ai oublié quelques-unes, mais on a déjà dépassé un petit peu le temps qui nous était alloué. Je promets une réponse à ceux qui ont participé au temps de questions-réponses et auxquels je n'aurais pas répondu avec le retour et l'infographie de synthèse.
Si j'ai une dernière question, mais alors c'est vraiment sur de la gestion sur la plateforme plutôt que sur le CPF en tant que tel, c'est un CDD peut-il être reconnu comme un cas de force majeure pour mettre fin à une action de formation, c'est-à-dire pour sortir un stagiaire sur la plateforme? Oui, le retour à l'emploi est un cas de force majeure, une sortie positive qui peut justifier le fait qu'on arrête la formation CPF avant le terme normal. Donc ça, effectivement, à condition d'avoir un justificatif du CDD et que ça coïncide au niveau des dates par rapport à l'action de formation. Merci à tous pour vos Ouais, questions. Je pense que j'ai à peu près tout parcouru. je pense, oui. Oui, oui. Et puis bon, comme tu l'as dit, tu apporteras des éléments complémentaires ultérieurement. En tout cas, Alexia, un grand merci pour avoir fait donc ce tour d'horizon autour du CPF et de ses abondements. Merci à tous pour votre participation. Nous vous invitons, pour terminer, à répondre à un questionnaire très rapide de satisfaction qui est en ligne, donc juste avant de nous quitter. J'ai aussi juste une petite information à vous transmettre. Eh bien, les temps forts continuent. L'épisode 3 sera consacré à l'association Transition Pro. Donc, en fait, on enchaînera aussi avec le lien du Avec un autre CPF. CPF. Voilà. Donc, l'objectif sera de faire le point sur son rôle et puis ses missions. Et l'épisode 4 nous permettra aussi donc, de partager des retours d'expérience sur la FEST. Donc, voilà le programme pour la fin de l'année. Merci à On aura tous. plaisir à vous retrouver sur les prochains épisodes. Donc, Voilà. merci d'avoir été nombreux et vous recevrez une petite infographie de synthèse avec les quelques compléments sur les questions qui ont été posées ce matin. Voilà. Et j'en profite pour remercier Yann donc, de nous avoir accompagnés tout au long pour la partie technique. Merci à tous. À très bientôt sur les temps forts. À Merci Alexia. bientôt. À bientôt. Merci Christine. À bientôt.